Dommage pour eux. Et si votre candidat est élu, est-ce que le Sénégal restera dans la monnaie commune franc CFA ou est-ce que le Sénégal demandera la suppression de cette monnaie commune? Est-ce que vous concevez qu'on peut se dire souverain alors que mon voisin me gère mon porte-monnaie? C'est une grande question. Et est-ce que je peux arrimer ma monnaie dans une parité fixe alors qu'on sait les conséquences que cela emporte au niveau économique dans les échanges? C'est une autre grande question. Toutes ces questions réunies nous amènent à reconsidérer la chose. Si la monnaie CEDEAO au niveau des pays de l'UEMOA, donc l'écho qui a été porté, aboutit à sa finalité absolue, mais on n'aura pas besoin de revenir sur la question. Parce que ce projet-là, il a été porté, ses déclinaisons ont été dites de manière très précise et claire, mais écoutez, il nous faut arriver à cela. Parce que quand on parle de souveraineté, je pense que la France n'accepterait jamais que les États-Unis lui battent sa monnaie. Le Sénégal est-il à l'aube ou à l'heure de la rupture totale? Dans cette vidéo, regardons les interventions de quelques acteurs majeurs qui sont prêts à apporter un changement dans la dynamique du Sénégal et dans la géopolitique en Afrique de l'Ouest. Cette vidéo est très importante pour tout le monde car nous qui voyageons en Afrique et qui aimeront savoir comment les choses se passent dans un pays avant de partir, nous devons savoir ce qui se prépare et ce qui se passe au Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laisser un gros pouce pour le like et de partager. Bienvenue sur Visite l'Afrique. Je le dis en regardant tous les députés les yeux dans les yeux, tous, pour réitérer ce que j'ai dit devant tout le peuple sénégalais, qu'il y a eu effectivement un projet pour doter chaque député de 10 millions de francs CFA. Le président Moustapha Niasse, le président Moustapha Niasse, ici présent, le président Moustapha Niasse, ici présent, est très bien informé de ce projet. Le président Moustapha Niasse, ici présent, est bien informé du projet. Les présidents de groupes parlementaires, il y en a un qui est présent, sont bien informés du projet. Une réunion s'est tenue. Il a été dit que le montant est budgétisé. J'ai interpellé les principaux responsables. Il a été dit que le montant est budgétisé et que la seule contrainte, c'est que ça ne soit pas ébruité pour ne pas discréditer l'institution. Je maintiens également avoir dit que l'Assemblée nationale est en fraude fiscale continue. Parce que rien n'est liquidé, les députés ne payent pas correctement l'impôt. Maintenant, j'ai entendu... Laissez le collègue intervenir, s'il vous plaît. Laissez le collègue intervenir. Laissez-le intervenir, c'est son droit. Vous n'avez pas confiance en vous? J'ai entendu un député avocat dire qu'il va déposer une plainte. Je le mets au défi d'aller déposer une plainte. Et en ce moment, avec tous les documents dont je dispose, parce que nous avons reçu un rapport, je apporterai les preuves. Et le président Moustapha Niasse, ici présent, pourra venir témoigner, comme les présidents de groupes parlementaires, que si je n'avais pas intervenu, on aurait doté chaque député d'un montant. Or, je trouve que la majorité des députés ne méritent pas ce montant, parce qu'ils sont là à applaudir, à voter sans savoir qu'est-ce qu'ils votent. La preuve, on vient de voter une convention fiscale dangereuse pour le pays. Et j'aurais même été tenté de demander au ministre s'il peut me définir les critères d'un paradis fiscal. Et chacun a levé la main sans savoir qu'est-ce que vous votez. Finalement, ce n'est pas une nouveauté, cette idée? Oui, parce que non seulement il n'a pas renégocié ses contrats, mais il en a très mal négocié des dizaines d'autres depuis qu'il est là. Vous savez, quand vous faites référence au président Macky Sall et à beaucoup d'autres comme lui, nous sommes dans un système, nous sommes dans une école politique où, pour des besoins strictement électoralistes, on fait montre de beaucoup de démagogie. On promet tout et son contraire. Notre génération n'est pas de cette génération-là. Nous n'étions pas des politiciens, nous n'en avons jamais fait. Et je crois que les Sénégalais comprennent bien que par la manière dont nous faisons la politique depuis 4 ans jusque nous sommes en politique, nous ne sommes pas là dans la langue de bois ou dans la démagogie.
Si nous disons aux Sénégalais que nous allons renégocier, nous allons le faire. Le président Macky Sall avait promis de réduire son mandat à 5 ans, il ne l'a pas fait. Il avait promis qu'il ne mêlerait jamais son frère à une nomination, il ne l'a pas fait. Et le patriotisme, ce n'est pas seulement dans cet aspect-là, mais même intérieurement. Parce que le patriotisme, c'est s'aimer soi-même, aimer son pays, aimer son État. Et donc, même intérieurement, le rapport que nous avons souvent dans nos pays à la discipline, le rapport que nous avons au bien public, le rapport que nous avons au travail, nous renvoie à cette notion de patriotisme. Bravo. Et donc, je considère qu'on ne peut pas bâtir un pays, on ne peut pas développer un pays sans éveiller ce sens patriotique. Depuis les enfants, pourquoi on faisait l'instruction civique? Depuis le bas âge avec l'éducation jusqu'au vieillard de 150 ans. Et ça, nous le défendons sans complexe, parce que nous considérons que ce qui nous manque fondamentalement, ce qui fait que nos dirigeants compromettent les intérêts nationaux aussi facilement et livrent un peu nos États, c'est parce qu'il manque de patriotisme. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Et je vais vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui ne nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes. J'en profite pour dire qu'on aurait pu avoir plus de femmes à cette table. Alors, voilà comment ça se pose, avec beaucoup Bon, on va voir, c'est ça l'attitude. D'autant plus que l'Afrique, il faut le dire, il faut y aller directement. Nous avons un besoin de financement énorme. Je crois que c'est Mo Ibrahim qui le disait tout à l'heure. Bon, l'Europe n'est pas si cash que ça. Je suis désolé, mais ça se pose en ces termes-là. Parce qu'on parle de la richesse de l'Afrique, c'est clair, il faut le dire. Mais cette richesse, il va falloir qu'on développe une nouvelle manière de faire des affaires. Il ne s'agit plus d'investir dans des industries extractives, on va transformer ailleurs. Ça, c'est le premier New Deal à avoir, c'est qu'on fait du business ensemble en Afrique, on transforme en Afrique, on crée des chaînes de valeur en Afrique, on emploie des Africains et on se partage de manière équitable, je dis bien équitable, le profit. Ça c'est déjà un bon élément d'un New Deal qui aurait dû se passer il y a très longtemps. Mais commençons maintenant, voilà, c'est pas très tôt, on va dire. Et aujourd'hui, l'Europe, si elle veut bâtir un partenariat avec l'Afrique, il faut que les termes de ce partenariat évoluent, comme je l'ai dit, vers plus d'égalité et plus d'équité. Autrement, le business africain ira ailleurs, se fera avec d'autres. Et voilà comment il faudrait envisager cette relation. Mais il faut surtout également que les stéréotypes sur l'Afrique changent en Europe, que le regard européen sur l'Afrique change. C'est un regard ancien, bâti sur des mythes qui n'existent pas. Et ça, il faut que ça change fondamentalement. En tout cas, du côté de l'Afrique, c'est perçu comme tel. Il faut que le discours change. Les dérapages verbaux de hauts responsables est inacceptable. Alors si, dans un contexte compétitif, parce que l'Afrique, n'oublions pas, est quand même un continent très riche, qui a des ressources, qui a également un nouveau leadership, qui veut s'affirmer, qui veut défendre coûte que coûte les intérêts africains. L'Afrique a une population jeune, 70% de la population africaine a moins de 35 ans.
eh ben, on ne peut plus réfléchir comme il y a 50 ans. Plus rien n'est acquis, plus rien ne peut être comme avant. Donc c'est une invite justement à nos partenaires et amis européens voilà, de changer même de psychologie et d'attitude. Mais ayant été nommé ministre conseiller auprès du président de la République, je lui avais dit que je lui dirais la vérité et rien que la vérité. Eh bien, je lui ai souvent dit la vérité et ça a dérangé. Et il y a eu un clash. Voilà pourquoi j'ai quitté la présidence de la République pour m'activer à l'université, où je suis professeur, et à m'activer sur le terrain politique avec mon parti politique qui est CARLENEN, la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Les pays qui s'en sortent le mieux sont des pays qui ont la souveraineté monétaire et qui utilisent leur banque centrale pour injecter des liquidités. Mais nous, avec notre banque centrale, nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça, aujourd'hui, le président Macky Sall... Qu'est-ce que la BCEAO doit faire? Aller prendre les réserves la BCEAO, au Trésor français? La BCEAO ne peut pas le faire parce que, justement, elle a été bâtie pour ne pas injecter suffisamment de liquidités dans notre économie. Parce qu'injecter suffisamment de liquidités... Là, ils sont obligés de le faire. Ils vont le faire, d'ailleurs, je pense. Peut-être. Ça sera dérisoire. Mais notre banque centrale n'est pas réellement une banque centrale. C'est ça la vérité. C'est pourquoi il nous faut rapidement, c'est une des leçons du coronavirus, arracher notre souveraineté monétaire, avoir une banque centrale réellement souveraine pour faire ce que la Chine fait, pour faire ce que d'autres pays qui s'en sortent mieux que l'Espagne, que l'Italie, que la France font. Parce que la Banque centrale européenne ne peut pas faire certaines choses comme notre banque centrale. Le PASTEF est un parti jeune créé en janvier 2014 et indissociable de la personnalité de son dirigeant issu du syndicalisme, Ousmane Sonko, 49 ans, un jeune âge aussi pour la politique sénégalaise. En moins de 10 ans, le PASTEF, acronyme de Patriotes africains pour le travail, l'éthique et la fraternité, a fait une percée fulgurante. Il commence à faire parler de lui dans la préparation de l'élection présidentielle de 2019. Face à Macky Sall qui brigue un deuxième mandat, le PASTEF veut présenter son dirigeant et se bat d'abord pour obtenir les parrainages. La campagne du PASTEF est centrée sur la personnalité de Sonko. Il s'impose dans une démarche d'opposition radicale à Macky Sall et plus largement à une élite accusée de piller le pays. Positionnement payant puisqu'il arrive en 3e position avec plus de 15% des voix en février 2019. Derrière Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. On remarque alors comment le PASTEF arrive à mobiliser les jeunes derrière lui. Cette jeunesse est saine, elle est vigoureuse, elle ne demande qu'à être mise dans des conditions de travailler pour son pays. Depuis, le parti préparait l'élection présidentielle de 2024, accusant inlassablement le président Macky Sall de vouloir se présenter pour un 3e mandat